Pour ce scrutin, la victoire revient à l'abstention, près de 66%, plus de 20 points supplémentaires par rapport à la précédente édition. À droite, les Républicains et à gauche, le Parti socialiste ont conservé toutes les régions qu'ils dirigeaient. Le seul changement, c'est pour La Réunion qui bascule à gauche. La République en marche du président Macron n'a rien obtenu, tout comme le Rassemblement national de Marine Le Pen. Ce soir, nous ne prendrons pas de région, puisque des sortants à l'aide d'alliances contre nature ont tout fait pour nous empêcher de montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif régional. La France des départements reste à droite. Victoire pour la droite également, pour les régions, dont celle des Hauts-de-France, emportée par celui qui se présente déjà comme un candidat pour la présidentielle. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Les coalitions de gauche ont emporté 2 régions de moins que leurs adversaires, mais pourront se satisfaire de leur maintien et du score record en Occitanie autour de la ville de Toulouse. Je n'oublierai pas cette marque de confiance. Elle me donne encore plus de niaque pour me battre pour vous. Quelques heures après les résultats de ce scrutin, un sondage nous projette déjà sur le printemps 2022. Il place Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les 2 grands perdants de ces régionales, au 2e tour de la prochaine présidentielle. Oui, on est en direct avec le politologue Bruno Cotresse. Bruno Cotresse, les appels répétés de la classe politique n'ont donc pas suffi après le premier tour pour aller voter. C'est une nouvelle abstention record pour ces régionales. Comment l'expliquer ? D'abord, il y a une dimension véritablement structurelle dans cette abstention en France. Il faut souligner que d'autres pays européens ont eu des élections pendant le Covid et il n'y a pas eu du tout ce crash démocratique avec autant d'abstention. Donc ça devient véritablement une dimension structurelle de notre vie politique parce qu'on l'a vu dans différents types d'élections, dans différents contextes, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais ça remonte bien évidemment un peu avant. Donc on voit qu'il y a une problématique française, une tendance structurelle à une sorte de désaffection des Français pour les élections. Ça ne veut pas dire que les Français n'aiment pas la politique, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la chose publique, ils n'aiment pas la manière dont les partis politiques et dont les dirigeants politiques parlent de la politique. Ça, c'est autre chose. Et puis, bien évidemment, il faut quand même parler du contexte, le Covid. Sans doute que des électeurs aussi avaient en mémoire l'an passé le contexte difficile des élections municipales. Certains avaient contracté le Covid lors des élections municipales. Mais je pense que c'est avant tout cette dimension structurelle qui devient littéralement inquiétante pour notre démocratie. Alors cette abstention, elle profite aux sortants. Bruno, on vient de le voir, droite et gauche sont les gagnants du scrutin. C'est une claque en revanche pour les partis de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que ce scrutin régional peut nous enseigner des choses sur la présidentielle de 2022 ou pas du tout? Ce sont des enjeux trop différents. Il y a 2 écueils qu'il faut éviter. Le premier écueil, ce serait de dire que ces élections régionales bouleversent complètement la donne dans la perspective de la présidentielle. Et puis le deuxième écueil, ça serait de dire que ces élections régionales ne peuvent rien nous dire de la préparation de l'élection présidentielle. Je pense qu'au contraire, ces élections régionales vont avoir un impact sur 2 éléments clés de la présidentielle de 2022. D'abord, la préparation et les conditions de préparation de la présidentielle. Beaucoup de réflexions vont être menées sur comment endiguer l'abstention, comment ne pas connaître à nouveau un crash de l'abstention au moment de la présidentielle. Donc ça va être une grosse problématique de préparation de l'élection présidentielle. Et puis ça va changer aussi les stratégies des acteurs, la psychologie même des candidats, des acteurs. On voyait qu'on avait l'impression qu'on ne pourrait pas échapper au duo entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et depuis hier soir, des candidats, des formations politiques disent après tout, on a toujours des choses à dire aux Français. Donc déjà au niveau de la psychologie des candidats et au niveau de leur stratégie, ça va changer beaucoup de choses sans aucun doute à droite du côté des Républicains et aussi à gauche, parce qu'on voit qu'à gauche, la gauche, même si elle ne montre pas de dynamique particulière entre le premier et le deuxième tour, elle arrive à conserver les régions qu'elle dirigeait. Lorsqu'elle s'unit, elle arrive à retrouver ses électeurs de premier tour. Donc tout ça va créer des conditions de préparation de la présidentielle qui ne sont plus exactement les mêmes. Justement, Bruno, pour la gauche, quelles leçons tirer de ce scrutin? L'alliance avec la France insoumise est-elle profitable aux partis socialistes et aux écologistes? On l'a entendu, Valérie Pécresse a notamment voulu diaboliser l'extrême gauche qui aurait perdu, selon elle, sa boussole républicaine. Est-ce que c'est un argument qui a pu compter pour certains électeurs?
Éventuellement, qui a pu compter, mais je ne crois pas beaucoup qu'il ait compté. On a vu dans les différentes régions différentes configurations de la gauche dans ce deuxième tour. Il y avait des régions, par exemple l'Île-de-France, où il y a eu une véritable fusion entre les trois composantes, les socialistes, les écologistes, les insoumis. Il y a eu d'autres régions, on parlait de l'Occitanie il y a quelques secondes, où ça n'avait pas été le cas. Et donc on voit néanmoins que lorsque la gauche, en tout ou en partie, tend vers davantage d'union, les électeurs de la gauche semblent être là au rendez-vous. Donc ça va aussi beaucoup compter dans la préparation de la présidentielle. Ça ne tranche pas le match entre Yannick Jadot et Anne Hidalgo, par exemple, parce qu'on sait que de toute façon, Jean-Luc Mélenchon sera candidat à la présidentielle. En revanche, c'est vrai que ça va sans aucun doute conduire les formations de gauche à avoir déjà des stratégies dans la perspective de choisir un seul candidat ou dans la stratégie d'organiser une bonne cohabitation entre les différentes candidatures. Merci Bruno Cotresse pour cette analyse.